Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'écoutez. Vous me suivez? Si vous me suivez, essayez de lâcher, je sais pas, un pouce ou bien. Ok, merci. Essayez de lâcher un pouce si vous me suivez. Ok, merci. Et le reste, est-ce qu'il me suivent? Dieu béni. Emmanuel, est-ce que vous me suivez? Allô? Est-ce que vous me suivez? Emmanuel, ok. Merci. Merci donc. Ok, j'ose croire que tout le monde ici voit du moins le partage d'écran. J'ose croire que tout le monde voit le partage d'écran, ok. Merci. Donc s'il y a une personne qui ne voit pas le partage d'écran, il n'a qu'à me laisser un message en commentaire. Alors, bien le bonsoir à tous. Nous ne sommes pas très nombreux malheureusement, donc heureusement aussi pour tous ceux qui sont là. Je vais laisser le soin à chacun de se présenter. C'est très simple, c'est très facile. Nous sommes là aussi pour créer une communauté de personnes avec lesquelles travailler. Ça veut dire que nous devons nous encourager, peu importe le pays dans lequel nous nous trouvons. Donc, il sera question ici de donner son nom, son pays, sa spécialité et la thématique sur laquelle on travaille. Ça va permettre à chacun d'entre nous de voir s'il y a des personnes qui sont dans notre pays qui travaillent sur les mêmes thématiques que nous et si possible d'échanger ensemble pour pouvoir s'aider mutuellement. Donc, je vais commencer déjà par me présenter moi-même. Ensuite, je vais donner la parole à qui veut la prendre. Donc, comment ça va se passer? Il suffira juste, je vais juste appeler le nom de la personne, du moins ce qui se trouve là, sur mon fond. Et la personne va immédiatement prendre la parole aussi et se présenter juste après moi. Alors, moi, c'est l'ingénieur Ambani, Guillaume Ambani Augustin Serge. Euh, je suis ingénieur géologue minier, spécialisé en géostatistique principalement. Donc, dans le cadre de CSA, je suis CEO, co-CEO de CSA, un membre de CSA, et nous avons mis sur pied cette initiative dans le but Nous avons mis sur pied cette initiative dans le but de pouvoir aider les uns et les autres dans leur travail intellectuel, leur travail scientifique, parce que nous aussi, nous avons été sur les bancs et nous le sommes encore pour la majorité d'entre nous parce qu'on ne finit pas, on ne finit jamais d'apprendre. Donc, dans ce sens-là, nous avons décidé donc de travailler avec les étudiants venant de partout, de briser les barrières pour permettre aux uns et aux autres, au travers de CSA Consulting Science Academy, de pouvoir se former et, je crois, d'apprendre le maximum de compétences possibles et nécessaires dans le cadre de votre cursus, que ce soit d'ingénieur ou alors académique. Donc, je vais donc passer la parole à Wilfred Bokono, qui pourrait se présenter aussi. Wilfred, si vous êtes là, vous pouvez vous présenter. Ok, sûrement il n'est pas disponible. Donc, on va passer la parole à Bakar Irgué, shérif. Abakar Irgué, shérif. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Merci. Moi, c'est Sherif Abba Karibé, étudiant en Master D en génie pétrolier à l'Université de Douala, spécialité réservoir management. Ok. Par ailleurs, je suis licencié en mine et géologie et je suis de nationalité tchadienne. Mais actuellement, je suis à Douala. Ok. Merci pour cette présentation et pour la thématique aussi, Abakar. Dieu béni. Dieu béni. Pouvez-vous vous présenter?
Dieu béni, vous avez la parole. Dieu béni. Ok, je crois qu'on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Emmanuel, s'il vous plaît, essayez de vous Bonsoir. présenter. Bonsoir. Bonsoir, Emmanuel. Moi, c'est Manuel, étudiant en troisième année de licence à l'Université de Sangani, à la démocratique de mathématiques et le sujet intitulé Contribution des essais géotechniques, caractérisation des sols avec Kisangani dans la commune de Simissim. Ok, merci. Merci. Fousseni Koïta, vous avez la parole. Fousseni Koïta. Fousseni Koïta, si vous êtes avec nous, vous avez la parole. Fousseni, si vous êtes avec nous, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Dieu béni. Oui, moi c'est Couture Mapuka Djoubeni, je suis centrafricain. J'étudie à l'université de Bangui, à l'Institut supérieur des technologies. Actuellement, ici en troisième année de licence professionnelle en mine et géologie, je opte pour la filière mine, exploitation et environnement. Je travaille dans la région de Gomboula, à la frontière avec le Bonsoir. Cameroun. Oui, veuillez patienter. Quelqu'un a la parole. Vous me recevez? Oui, oui, s'il vous plaît, veuillez Oui, là patienter. maintenant, oui, comme je disais, je suis étudiant en troisième année de mine et géologie. Je suis à l'université de Bangui. Opte pour la filière mine, exploitation, environnement. Donc, pour le moment, je travaille dans la zone de Gomboula, à la frontière avec le Cameroun 15. Mon thème porte sur classification pour exploiter dans la région de Gomboula. Merci. Ok, merci Dieu béni. Euh, Fousseni, vous avez la parole. Vous pouvez prendre la parole maintenant. Monsieur Koïta, vous avez la parole. C'est vrai que le réseau en Afrique est compliqué. Monsieur Koïta, vous avez la parole, si vous nous suivez. Ok, je crois qu'on va passer la parole à quelqu'un d'autre en attendant qu'il résolve son problème. Juvenal, monsieur Juvenal, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je réponds au nom de Juvenal Romang. J'habite en RDC, dans la province du Lualaba, et je suis en bac 4 géologie et ingénierie minière. J'étudie à l'université d'écologie et je suis en train de travailler sur le thème qui est intitulé Géomodélisation 3D et estimation des ressources géologiques, approche intégrée par la méthode géostatistique. Je travaille sur une zone qui est toujours aux alentours de la province, plutôt de la ville de Colosie. C'est comme ça. Ok, merci beaucoup Juvenal. Je On vous va, en... on va passer la parole à Nias Ngala. Gislain. Nias, vous avez la parole. Monsieur Ngala, vous avez la parole. Monsieur Ngala, vous avez la parole. Si vous êtes des nôtres. Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. On vous écoute.
Bon, moi, c'est Niasse Ngala Justin Thibault, étudiant en cinquième année à l'École nationale supérieure des mines et des industries pétrolières de l'Université de Marois, au Cameroun, à Kaélé. J'aimerais travailler sur l'impact de l'exploitation aurifère sur la vulnérabilité de la nappe d'eau souterraine, notamment dans la localité de Béaré-Oya, région de l'Est Cameroun. Merci. Ok, merci déjà. Je suppose que bon, ceux qui n'ont pas pu se présenter, ils vont le faire même dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez laisser un problème, c'est-à-dire vous pouvez laisser votre présentation en commentaire parce qu'on va devoir progresser. On va devoir progresser avec la présentation. Alors, déjà, aujourd'hui, nous allons travailler sur l'introduction à la recherche et à la documentation en ligne. Nous allons travailler sur l'introduction à la recherche et à la documentation en ligne. Donc, il sera question pour nous ici de savoir concrètement c'est quoi la recherche, la documentation en ligne, quelle est son importance et comment est-ce qu'on peut utiliser cela à notre avantage. Donc, on sait effectivement que la recherche et la documentation en ligne sont devenues essentielles dans le cadre des études scientifiques et académiques. Donc, grâce aux ressources accessibles sur Internet, les chercheurs comme vous et les étudiants peuvent obtenir des informations actualisées et diversifiées pour enrichir leurs travaux principalement. Donc, il est donc important dans cette mesure-là, vu la grande largeur des informations que nous pouvons avoir sur Internet, d'effectuer une recherche efficace. Et donc, pour faire donc une recherche efficace, donc, il est nécessaire d'avoir une certaine méthodologie rigoureuse afin de garantir la qualité et la pertinence des informations que vous allez collecter sur Internet. Donc, ce sont des éléments très importants dans ce sens-là. Donc, pourquoi donc la recherche en ligne est importante pour les études scientifiques principalement? Pourquoi est-ce que cela est important? Nous sommes dans une ère qui est purement numérique et cette ère numérique a fait en sorte que la transformation, la manière de collecter l'information ou les données est devenue assez large. Vous savez, avant pour obtenir une information, c'était pas aussi facile que maintenant. Il fallait se plonger dans, peut-être aller vers une bibliothèque ou alors tout autre élément. Donc maintenant, grâce au numérique, les connaissances sont diffusées et exploitées de différentes manières. Donc ici, on va essayer de montrer quelques raisons pour lesquelles la recherche en ligne est cruciale pour les études scientifiques. Donc cela est intéressant, pourquoi? Parce que grâce à la recherche en ligne, vous avez la possibilité donc d'avoir accès à une grande diversité de ressources. Vous avez la possibilité d'avoir accès à une grande diversité de ressources. Et quand on dit une grande diversité de ressources ici, il s'agit encore autre des articles scientifiques, des revues, des bases de données spécialisées, des thèses, des aînés par exemple. Si vous avez des thèses de certains aînés, vous pouvez avoir accès à des articles scientifiques, à des revues, à des bases de données spécialisées, à des thèses, à des rapports techniques. Tout cela sont disponibles. Il suffit juste de savoir où et comment est-ce qu'il faut effectuer la recherche. Parce que je crois que c'est principalement là que se situe la difficulté. Alors, la recherche en ligne est aussi importante parce que grâce à elle, vous avez la possibilité d'effectuer une mise à jour très rapide en ce qui concerne les informations que vous avez à votre disposition. Contrairement aux ouvrages imprimés, les publications en ligne sont fréquemment mises à jour pour refléter les dernières découvertes. Donc, la première question, en fait, en écoutant cela, vous vous rendez compte qu'il est important pour un scientifique de connaître quels sont les journaux qui sont disponibles dans son secteur d'activité. Parce que en fonction du secteur d'activité dans lequel vous vous trouvez, il y a des journaux de référence. Vous devez savoir quels sont les journaux qui sont disponibles, quels sont les blogs, les blogs ou alors les blogs qui traitent des thématiques scientifiques qui sont directement liées et rattachées à votre domaine d'activité. Donc, c'est important déjà d'avoir ces informations-là pour pouvoir vous projeter. Donc, grâce aussi à la recherche en ligne, vous avez la possibilité de gagner en temps et en efficacité. Donc, les moteurs de recherche et les outils spécialisés permettent d'accéder rapidement aux documents pertinents. Comme on dit, des documents pertinents, parce que tous les documents ne sont pas pertinents en fonction de l'objectif de votre recherche. Donc, il y a aussi la possibilité d'être interconnecté avec les différentes informations. Vous devez avoir accès aux hyperliens, aux bases de données permettant d'approfondir un sujet en naviguant sur des sources ou alors tout autre élément permettant d'obtenir une information
capital. Donc, ce sont des éléments qui nous permettent donc de comprendre que euh, pourquoi est-ce que la recherche en ligne est importante pour une étude scientifique. Une fois que vous avez défini donc cette importance, du moins quand on connaît déjà quelle est l'importance de la recherche en ligne, on se pose donc la question suivante. Si on est face à une grande quantité d'informations, il est donc important de savoir ce qu'on part chercher, qu'est-ce qu'on veut chercher et comment est-ce qu'on peut l'obtenir. Pour ça, nous allons avoir une partie pratique, une petite partie pratique à la fin de cette présentation où je vais vous montrer quels sont les différents sites que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez effectuer le téléchargement des articles. Évidemment, cela va dépendre en fonction du domaine et du type d'article que vous souhaitez bénéficier. Donc, il est important de définir des objectifs de recherche clairs. Donc, une recherche efficace commence par définir des objectifs précis. Pour cela, il est essentiel, premièrement, de déterminer le sujet général et les problématiques spécifiques à explorer. Ça veut dire que si vous êtes, par exemple, dans le domaine des SIG, si vous êtes dans le domaine de l'estimation des ressources, si vous êtes dans le domaine du forage pétrolier, si vous êtes dans le domaine de l'exploration, de la prospection, alors de l'exploitation minière, que ce soit pour une étude d'impact environnemental ou tout autre secteur d'activité, il est important de définir de manière claire et spécifique le sujet général et la problématique que vous souhaitez aborder. Donc, cela est capital parce que c'est grâce à cela que vous allez pouvoir définir quels sont les articles qui vous seront nécessaires dans le cadre de votre étude. Il sera important aussi, dans un deuxième plan, d'identifier les types d'informations nécessaires, c'est-à-dire les informations théoriques, expérimentales, statistiques, etc. Quels sont les types d'informations dont vous avez besoin et dans ces mesures-là, comment est-ce que vous pouvez faire pour les obtenir. Il sera question aussi de formuler des questions de recherche pertinentes pour guider la collecte d'informations. Parce que lorsque vous avez, par exemple, si on prend une thématique au hasard, l'estimation des ressources, vous dites que vous souhaitez faire une estimation de ressources ou alors une cartographie d'impact environnemental, il est important de définir quels sont les axes ou alors les questions de recherche clés. On va voir en profondeur dans les prochaines présentations. C'est quoi, qu'est-ce qu'on attend par question de recherche? Quelles sont les hypothèses de recherche? Qu'est-ce que c'est qu'une problématique? Qu'est-ce que c'est que une problématique? Qu'est-ce que c'est qu'une question de recherche? Comment est-ce qu'on collecte ces différentes données-là? Donc, on va essayer de voir aussi comment établir les critères de sélection des sources. Quand on dit établir les critères de sélection des sources, ça veut dire que vous devez être capable de savoir quel type de source est-ce que vous avez besoin. L'écran est partagé, Emmanuel. L'écran est partagé. Je crois que tout le monde voit mon écran. Vous ne voyez pas, je pense. Vous voyez l'écran quand même, je crois. Ok, merci. Donc, je vois que les autres voient mon écran. Donc, Emmanuel, essayez de vous déconnecter, de vous reconnecter. Ça doit être le réseau qui dérange. Parce que l'écran, il est visible. Donc, euh, comme je disais tantôt, on va définir les objectifs de recherche. Cela doit se faire en fonction de vos différentes thématiques. Une fois que vous avez défini les objectifs de recherche, il sera donc question de sélectionner les sources d'informations fiables. Toutes les informations qui se trouvent en ligne ne sont pas forcément fiables. Il est donc important de privilégier, il est donc important, n'est-ce pas, de privilégier les sources académiques reconnues, des sources qu'on connaît. Et je vais vous inviter à noter ces sources-là, c'est-à-dire les bases de données scientifiques, par exemple, comme le PU, le PubMed, c'est-à-dire PUBMED. Ça, c'est déjà une base de données scientifique qui existe. Ça, c'est une base de données scientifique qui existe que vous pouvez télécharger, du moins, ou alors que vous pouvez essayer d'utiliser dans la mesure où vous souhaitez effectuer une recherche en particulier. Donc, vous pouvez prendre le PubMed, vous pouvez prendre le Science Direct. Science Direct, je vais envoyer le document pour que vous puissiez l'avoir aussi. Il y a Google Scholar que je pense que la majorité d'entre vous connaissent ici. Vous pouvez effectuer des recherches sur Google Scholar. Euh, je disais tantôt que il est important ici de sélectionner des sources d'informations fiables. Oui, bonsoir Franck. Il est important de sélectionner des sources d'informations fiables. Fiables pourquoi? Parce que c'est pas tout ce que... il y a des sites, par exemple, il y a des sites internet où vous allez partir prendre une information. Quelqu'un s'est assis chez lui, il a créé un site internet, c'est déjà assez facile de le faire en un clic. Quelqu'un part chez lui,
il crée un site internet et maintenant vous allez utiliser ce site internet pour référencer dans un travail scientifique, ce qui n'est pas viable, ce qui n'est pas valable. Donc, il est important de connaître quels sont les sites qui sont, comment dire, les sites ou alors les bases de données qui sont des sources académiques reconnues. Ce sont les sources académiques reconnues. Quand on parle de sources académiques reconnues ici, on sait que si vous trouvez un document, par exemple, sur Google Scholar, de prime abord, on suppose que ce document est plus ou moins qualifié de certifié ou alors de reconnu. Donc, j'étais en train de citer ici les bases de données scientifiques qui peuvent exister dans le domaine scientifique. Parmi les bases de données en question, je parlais de Google Scholar que je connaissais déjà. Il y a JSTOR, JSTOR qui est J-S-T-O-R, tout en majuscule. Il y a le Science Direct. Donc là, c'est aussi une base de données qui existe en ligne. Il y a le PubMed. Je vais envoyer le document dans le groupe. Donc, vous aurez l'occasion de le parcourir aussi pour regarder ces différents sites-là. Il y a les sites institutionnels et gouvernementaux dont vous pouvez utiliser pour avoir des informations clés. Par exemple, si vous effectuez une étude d'impact environnemental ou une analyse de risque ou alors une analyse du cycle de vie, toute autre information ou une estimation des ressources minières ou alors une cartographie par télévision, il y a ce qu'on appelle les normes. Et ces normes-là, généralement, sont consignées dans des sites institutionnels gouvernementaux tels que peut-être l'UNESCO, l'INSEE, l'OMS, le CITAC et tout autre normes que vous devez trouver. Ce sont des institutions gouvernementaux qui sont reconnues, que vous pouvez trouver en ligne. Il y a aussi les revues scientifiques à comité de lecture. Bon, là, les revues scientifiques varient en fonction de votre domaine d'étude. Par exemple, si vous effectuez dans les géosciences de manière générale, vous pouvez utiliser des revues comme Springer Link ou alors ResearchGate. Ça dépend du secteur d'activité dans lequel vous vous trouvez. Il y a aussi des ouvrages et des publications universitaires. Généralement, des universités ont cette possibilité-là de mettre à votre disposition un ensemble d'ouvrages. Donc, soyez assez curieux quand même pour vous diriger près des universités reconnues ou alors des universités qui font dans le secteur d'activité de ce que vous êtes en train de faire. Je prends par exemple l'Université de Laval au Canada. Ils ont des ouvrages qui sont parfois mis à disposition, même des cours qui sont parfois à accès libre. L'Université de Laval au Canada, même ParisTech a des cours parfois qui peuvent être en accès libre. Certains sont verrouillés, mais d'autres peuvent être en accès libre. C'est une très bonne base de données qui peut vous permettre d'avoir accès à une assez large gamme de documentation. Donc, il est également recommandé de vérifier l'auteur, les éditeurs et la date de publication pour évaluer la crédibilité de l'article que vous êtes en train d'effectuer ou alors de la revue que vous êtes en train de faire. Donc voilà, en ce qui concerne la sélection des sources d'informations fiables, voilà quelques éléments qui vont vous permettre, vous aussi, d'effectuer euh, excusez-moi, d'effectuer une collecte d'informations fiables. Donc maintenant, une fois que vous avez ces différents éléments, il est important maintenant de savoir, ok, supposons que vous vous dirigez vers Google Scholar. Vous vous dirigez vers Google Scholar, vous voulez effectuer une recherche sur Google Scholar ou alors sur JSTOR ou sur Springer Link ou sur tout autre élément que j'ai pu citer. Il est important, ou même sur Google, revenons même sur Google de base, il est important d'utiliser des mots-clés efficaces pour la recherche. C'est-à-dire une recherche efficace repose sur le choix judicieux des mots-clés. Dans votre thématique, peu importe la thématique de votre étude, la première chose, on ne part pas sur Internet, on tape toute la thématique. C'est pas comme ça que fonctionne une requête. Lorsque vous partez sur Internet pour effectuer une recherche, la première chose, c'est d'abord de prendre la thématique, votre thématique, et d'identifier les mots-clés de votre thématique. Quels sont les mots-clés de votre thématique? Par exemple, quelqu'un a parlé là de modélisation et estimation des ressources. On comprend déjà qu'il y a modélisation et il y a estimation. Donc, il y a des mots-clés qui interviennent déjà en fonction de la thématique que vous êtes en train d'étudier. Vous ne partez pas sur Internet pour taper toute votre thématique, mais vous partez uniquement entre les mots-clés. Donc, il est important d'identifier les termes clés en lien avec votre sujet. Utilisez des synonymes et des termes associés et privilégier les termes spécifiques plutôt que les termes génériques. Il faut privilégier les termes spécifiques à votre domaine d'étude lorsque vous partez effectuer une recherche plutôt que les termes génériques. Il faut tester différentes combinaisons de mots-clés pour affiner
le résultat. C'est-à-dire qu'il faut faire des variations, des combinaisons entre les différents mots-clés de votre thématique et voir quelles sont celles-là qui vous offrent les meilleures options. Et quand on dit, il y a aussi un point qu'il ne faut pas négliger, c'est que la recherche se fait en anglais. La recherche se fait en anglais. Donc, faites l'effort de taper vos recherches en anglais. Les mots-clés en anglais. Recherche en anglais. Parce que si vous le faites en français, quand on dit un terme générique, n'est-ce pas? C'est un terme on va dire ça comment? Qui, qui renvoie à plusieurs expressions à la fois, qui veut dire plusieurs choses à la fois. C'est une expression générique, c'est-à-dire quelque chose qui renvoie à plusieurs éléments à la fois, qui n'est pas spécifique à votre domaine d'étude. Quand par exemple, je prends un exemple, qu'est-ce que je pourrais dire? En termes de, si on dit par exemple d'effectuer une cartographie d'impact environnemental, il faudrait, hormis la notion, parce que quand on met, si vous mettez cartographie, ou alors impact, ou alors environnement seulement, vous allez vous rendre compte que quand on parle d'environnement, l'environnement, c'est tellement vaste qu'on ne sait même pas par où commencer. Il faudrait que vous soyez capable de définir les éléments un peu plus précis. Car l'environnement, qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier? Quand vous décidez de cartographier, vous cartographiez quoi? Est-ce les métaux lourds? Est-ce les pesticides? Est-ce les herbicides? Vous cartographiez quoi? Donc, il faudrait que vous ayez des éléments un peu plus spécifiques à votre domaine d'étude et non des éléments génériques, des choses qui disent plusieurs choses à la fois, mais qui ne peuvent pas vraiment vous trouver un élément qui est en rapport avec votre thématique. Donc, ça, c'est pour répondre à ta question. De rien, monsieur Franck. Maintenant, après avoir utilisé les mots-clés efficaces pour effectuer votre recherche, le prochain élément, c'est de maîtriser quelques techniques de recherche avancées. Il y a des techniques de recherche avancées lorsqu'on veut travailler sur Google ou alors sur tout autre site. Des opérateurs booléens, des filtres, etc. Premièrement, les moteurs de recherche de base de données proposent des outils permettant d'affiner des résultats. Si vous partez par exemple sur Google, et que vous effectuez par exemple un opérateur booléen, bon, ça on va faire un cas pratique, je vais revenir dessus dans le cas pratique pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc on va, moi je te parler de manière théorique pour le moment. Donc par exemple l'opérateur booléen, quand on a AND pour combiner plusieurs termes, géostatistique and modélisation, géostatistique and modélisation. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez prendre deux éléments clés pour entrer la recherche, par exemple géostatique et modélisation, vous allez dire géostatique and modélisation pour dire géostatique et la modélisation, ou alors pour inclure des synonymes. Si vous souhaitez que ça inclue des synonymes, par exemple, vous pouvez prendre l'élément, l'opérateur booléen OR. Pour prendre par exemple peut-être le climat hors météo. Ça va maintenant vous donner plus de synonymes dans votre recherche. Si vous peut-être vous voulez exclure un thème, vous pouvez dire pollution, note automobile. Pour dire quoi que il va vous donner des éléments qui ont rapport avec la pollution, mais il doit vous, pas vous ne souhaitez pas avoir une pollution créée à l'automobile. C'est-à-dire, quand par exemple, on sait que pollution c'est un terme générique. Donc là, maintenant, vous allez spécifier que vous souhaitez entendre, vous souhaitez des documents qui ont créé la pollution, mais pas la pollution des automobiles. Donc, vous devez dire pollution et vous mettez l'opérateur booléen note. Vous direz que je veux la pollution, mais je ne veux pas la pollution des automobiles. Donc, ça, c'est aussi un élément. Maintenant, tout ceci entre guillemets pour une recherche un peu plus spécifique. Il y a aussi ce qu'on appelle les filtres. Les filtres ici restreignent peut-être pas la date, le type de document, la langue. Quand par exemple on veut faire une recherche de manière récente, par exemple vous êtes en 2025, on ne va pas venir voir dans votre référent, dans les références bibliographiques que vous avez proposées des articles qui datent seulement de 2004, 2005 ou 2000, de 99 ou 80. Non, non, il faudrait qu'on voie des articles récents. Or, regardez un peu que cette base de données que vous avez, c'est une base de données qui est en fonction depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Donc, les articles qui ont été publiés depuis 2002 sont toujours là. Ceux qui ont été publiés depuis 89 sont toujours là sur Internet. Donc, quand vous faites une recherche, ça peut vous proposer des anciens articles ou vous proposer des nouveaux. Il faudrait donc que vous soyez capable d'appliquer des filtres lorsque vous partez sur Google Scholar ou alors que vous partez sur Google ou sur tout autre site. Vous devez être capable d'appliquer des filtres sur la date, des filtres sur le type de document, des filtres sur la langue. Vous devez créer pour dire, OK, je souhaite uniquement avoir des articles qui ont été publiés depuis 2022.
Ce qui a été publié avant, ça ne m'intéresse pas. Et ça va vous afficher ces résultats-là. Il y a aussi des recherches avancées, c'est-à-dire là, vous avez la possibilité, n'est-ce pas? Vous avez la possibilité d'effectuer des recherches par article, par auteur, par domaine, ou alors par domaine spécifique. Donc voilà en gros ce que je peux dire en ce qui concerne les techniques de recherche avancées. Mais comme je disais tantôt, là c'est encore de manière théorique. On verra de manière pratique à quoi est-ce que cela peut ressembler. Donc, par la suite, une fois que vous avez effectué, vous avez maîtrisé ces éléments de recherche, ces outils de recherche là, il est important maintenant d'évaluer la crédibilité et la pertinence des sources. Crédibilité et pertinence des sources. Donc, ça dit quoi? Pour garantir l'exactitude des informations collectées, il est conseillé d'évaluer premièrement l'origine de la source. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des articles, c'est que vous savez qu'il y a des personnes qui payent pour effectuer des publications. Et entre guillemets, ces articles-là ne sont pas souvent pris comme des articles de référence. Donc, il faut connaître les journaux en question. Donc, la première chose, c'est de connaître l'origine de la source. Quand on dit l'origine de la source, c'est-à-dire l'éditeur, l'institution, alors la revue scientifique dans laquelle l'article que vous êtes en train de publier, en fait, l'article que vous êtes en train de lire, parce qu'on va vous conseiller de lire énormément dans l'article. Et après ce travail-ci, il y aura même des tâches que je vais vous remettre par rapport à cela. Il est important d'évaluer l'auteur. L'auteur, c'est quoi? Quelle est son expertise? La publication antérieure, quelles sont ses publications? Est-ce que il a souvent été longuement critiqué? Est-ce que il a question d'objectivité? Vous devez évaluer la méthodologie, les données vérifiables et les références, les dates de publication. Ce sont les éléments que vous devez prendre en compte lorsque vous souhaitez effectuer une évaluation de la crédibilité et de la pertinence des sources. C'est important parce que vous pouvez prendre un article dans votre travail qui a été jugé comme non pertinent et ça gâte carrément tout ce que vous allez faire parce que pour ceux-là qui sont dans le domaine de l'ingénierie et qui peuvent être évalués par des académiciens, vous allez vous rendre compte que les académiciens attachent beaucoup d'importance à la référence bibliographique, aux références bibliographiques. Donc, lorsque vous publiez, vous référencez une personne qui a été discréditée dans votre travail, vous allez vous rendre compte que votre travail aussi directement est discrétisé. Et discrétisé, pas discrédité. Merci. Par la suite, donc, maintenant, on va essayer de voir comment organiser et gérer les références bibliographiques. Ça sont les éléments que nous allons voir ensemble. D'entendre, il est important d'avoir une bonne gestion des sources qui facilite la rédaction des travaux académiques parce que je vous assure, si vous travaillez sans prédisposer déjà votre document Word, votre dossier de travail, vous allez avoir beaucoup de problèmes à la fin de la rédaction de votre mémoire. Parce que vous allez télécharger des articles en désordre et après faire les référencements vont vous détruire. C'est la raison pour laquelle il est important de maîtriser des logiciels et des outils comme Zotero, des logiciels comme Zotero pour la gestion des références, la gestion et la notation des références, des logiciels comme Mendeley pour l'organisation, la collaboration et l'intégration avec Word par exemple, des logiciels comme EndNote pour le stockage et l'insertion des citations automatiques. Donc, il y a pas mal de logiciels que nous allons voir, que comme je suis en train de citer. Vous êtes libre de partir effectuer des recherches dessus ou alors dans tous les cas, nous allons voir comment organiser des séances dessus par rapport à la maîtrise de ces logiciels-là. Parce que si vous commencez à rédiger votre travail sans prédisposer déjà des trucs comme Zotero, alors Mendeley à l'intérieur, vous allez vous rendre compte qu'à la fin de votre travail, vous allez avoir d'énormes soucis. Avec les articles même que vous allez télécharger, vous allez avoir d'énormes soucis. Pour les personnes qui sont assez curieuses, faites déjà l'effort de vous documenter dessus. Allez sur YouTube, sur Google, sur ces logiciels, vous allez voir comment est-ce qu'ils fonctionnent. Donc, toujours dans la même lancée, nous allons poursuivre avec, ça c'est en ce qui concerne les références. Nous allons faire des séances dessus pour essayer de vous apprendre comment est-ce que cela se passe. Bon, je suppose que dans la majorité de vos états, vous avez aussi vu comment rédiger des citations et des bibliographies sous format académique. Donc là, il existe plusieurs normes de citation en fonction du domaine d'étude. Il y a généralement la norme APA, qui est la norme des sciences sociales et humaines. Il y a la norme MLA, la littérature des sciences humaines, la norme Chicago pour l'histoire et la norme Vancouver pour les sciences médicales et biomédicales. Donc là, il y a des articles, par exemple, qui peuvent utiliser la norme APA. Le document que je vais envoyer dans le groupe va vous permettre d'avoir les éléments. Soit je vais l'envoyer dans le groupe, soit je vais l'envoyer par mail. Va vous permettre d'avoir les éléments nécessaires par rapport à cela. Serait-il possible que vous nous installiez ce logiciel dans oui, comme je disais tantôt, ce sont des séances que nous allons faire. Donc, tout au long du suivi, ça va faire aussi l'objet d'une formation en ligne comme ça, où vous allez
pouvoir voir comment est-ce que cela s'implémente de manière pratique. Mais comme je disais tantôt, on ne peut pas tout donner dans ce genre d'échange. Donc, c'est pour ça que quand je cite comme ça, c'est pour vous permettre vous aussi de rentrer. Déjà, Zotero, il est gratuit. Vous pouvez déjà le télécharger. Vous partez sur YouTube et vous voyez comment est-ce qu'il fonctionne. C'est important. Ne commencez pas à rédiger votre mémoire ou à télécharger des articles en désordre sans avoir des logiciels tels que Zotero, sans avoir des logiciels tels que Mendel. C'est important de les avoir parce que ça va vous permettre d'évoluer progressivement avec votre recherche bibliographique, d'évoluer progressivement avec votre documentation. Donc, voilà un peu de manière générale les éléments qui vous seront nécessaires. Il ne faut pas les négliger parce que là, nous ne sommes même pas encore entrés dans le vif du sujet. Ce sont les éléments de base que vous devez maîtriser parce que c'est d'abord ça, la recherche. C'est d'abord ça, présenter un document scientifique valable. Si ces éléments ne sont pas respectés, vous allez beau faire un travail scientifique intéressant, malheureusement, il ne sera pas reconnu à sa juste valeur. Donc, voilà en quelque sorte quelques conseils qu'on pourrait vous donner en ce qui concerne la recherche scientifique. Donc, pour réussir une recherche scientifique efficace, il est essentiel de premièrement définir clairement ses objectifs, comme nous l'avions dit, sélectionner des sources fiables et variées, utiliser des mots-clés précis et des techniques avancées pour effectuer vos recherches, vérifier la crédibilité et la pertinence des sources, organiser méthodiquement vos références. C'est important, organiser méthodiquement vos références selon une norme établie, que ce soit la norme APA ou alors la norme LMA, la norme Chicago, la norme Vancouver. Vous devez vous documenter déjà dessus. Quand je suis en train de les donner, c'est pour que vous les notez déjà et que vous vous documentez, de savoir, par exemple, dans votre école, parce que la réalité, c'est que cela varie en fonction de l'école, de l'institution dans laquelle vous vous trouvez. Il faudrait que vous sachiez, la norme APA, elle se matérialise comment? La norme APA, par exemple, on commence par donner le nom de l'auteur, après on met la date et si on met le titre par la suite. Ça varie en fonction des universités. Il faut savoir, dans votre université, quelle est la norme qui est recommandée? Il faut l'avoir déjà, c'est important. Donc, vous devez organiser méthodiquement vos références, respecter les normes académiques et citations. Quand on parle de normes académiques ici, je pense que dans chaque école, il y a ce qu'on appelle on va dire ça comment, un guide pour la rédaction du mémoire, c'est-à-dire que les titres, les interlignes, bref, ce sont les choses qu'on réserve généralement pour la fin, mais il est important déjà de les maîtriser. Donc, voilà de manière grosso modo générale ce que je pouvais dire concernant l'initiation à la recherche et à la documentation. Vous voyez qu'il y a plusieurs éléments que nous allons revenir qui feront le cas de l'objet de mini-formation. Ce sont ces éléments qui feront l'objet de mini-formation. Donc, dans ce sens-ci, vous comprenez donc que vous ne pouvez pas dire que vous faites dans la recherche. Il y a des personnes même qui spécifient la thématique. Ils n'ont même pas encore fait de revue de littérature. Si vous spécifiez votre thématique et que vous tombez sur un article ou alors un mémoire ou une thèse où on a déjà fait la même chose, si vous avez pu tomber sur ce genre de travaux, ça veut dire que quelqu'un d'autre est tombé, votre ancien ou alors la personne même qui va vous examiner a peut-être tombé sur ce genre de travail. Donc, par conséquent, votre travail n'a aucune valeur scientifique. Et si un travail n'a aucune valeur scientifique, il n'en vaut pas la peine. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que certains encadreurs vont vous recommander d'effectuer beaucoup de lectures. Malheureusement, beaucoup de personnes n'aiment pas lire, mais on va vous forcer à lire parce que sans lecture, vous n'êtes pas capable de produire un travail scientifique de qualité. Pour ce faire donc, dans le cadre de la lecture, avant qu'on ne passe à le cas pratique, voici ce qui est recommandé. Vous allez principalement, n'est-ce pas, et je conseille à chacun de noter cela, bien que je vais le rappeler dans le groupe. Vous allez dans la suite de notre travail, voici ce qui est programmé pour que nous puissions ensemble évoluer dans le cadre de la recherche et de la documentation scientifique. Je vais vous montrer comment télécharger des articles. Je vais vous montrer comment télécharger des articles au travers de ce que nous venons de présenter. Et donc, il sera question pour vous, voici comment lire un article. Lorsque vous lisez un article, qu'est-ce que vous devez rechercher comme information? Que ce soit un article, que ce soit une thèse, que ce soit un mémoire, que ce soit une revue scientifique en ligne. Voici les informations qui sont nécessaires que vous notiez. Comme je disais tantôt, lorsque vous lisez et vous allez lire, voici les informations que vous devez noter de manière efficace. Vous devez noter l'auteur et l'année de publication. Vous devez noter les paramètres qui sont étudiés. Je demande à chacun de noter ça.
parce que ça va faire, chacun d'entre vous dorénavant va faire l'effort de faire au moins 2 à 3 publications par semaine sur la page de CSA, où vous allez faire une synthèse sur un article. L'article en question, vous devez, ou alors que ce soit un article, que ce soit une thèse, que ce soit un document, vous devez le lire. Donc, je vais avoir les rapports de chacun d'entre vous, au moins 3 articles, ou alors 3 mémoires, ou alors 3 thèses par semaine. C'est une obligation. Celui qui ne pourra pas le faire, vraiment, je crois qu'on ne pourra pas travailler ensemble parce que on peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider soi-même. On ne peut pas corriger quelqu'un qui ne peut pas se corriger, qui ne veut pas se corriger lui-même. Donc, lorsque vous allez lire un article, une thèse, un mémoire, ou alors tout autre document, voici les informations que vous devez relever. L'auteur et l'année. Les paramètres qui sont étudiés, ça veut dire quoi? Si on fait une étude d'impact environnemental, quels sont les paramètres qu'on étudie dans l'impact? Ce sont les métaux lourds. Si oui, quel type de métaux lourds? Si c'est une estimation des ressources, quels sont les paramètres étudiés? C'est l'or, c'est le diamant, c'est quoi? Si c'est si vous êtes en train d'étudier par exemple une cartographie avec quel logiciel, je sais pas, AGIS, quel type de données est-ce que vous avez utilisé? Les images Sentinel, les images Landsat, les images radar. Quel type? Voilà, c'est ce qu'on attend par paramètres étudiés. Quelle est la méthode? Donc, quelle est la méthode que vous avez étudiée, qui est étudiée dans l'article ou dans le mémoire? Quelles sont les méthodes étudiées? Ça peut être une méthode, ça peut être deux, ça peut être quatre. Vous allez relever la méthode étudiée. Quelles sont les limites? Voilà la partie la plus importante. Quelles sont les limites de l'article? Quelles sont les limites du mémoire? Quelles sont les limites de la thèse? Parce que c'est dans les limites-là que vous allez rechercher donc comment est-ce que vous pouvez améliorer ce qui a été fait. Parce que vous ne pouvez pas améliorer quelque chose que vous ne connaissez pas et que vous ne comprenez pas. Donc, vous allez relever les limites de cet article et vous allez présenter les résultats de cet article. Donc, je répète, que ce soit un article, une mémoire, un mémoire ou une thèse, vous devez relever le nom de l'auteur, l'année, parce que c'est important de toujours citer les gens qui nous ont précédés. C'est ce qu'on appelle l'honnêteté scientifique. Que ce soit les paramètres étudiés, les méthodes présentées dans ce travail, les limites présentées dans ce travail et les résultats présentés dans ce travail. Cela est capital et cela va vous aider. Cela va vous aider à pouvoir construire les idées nécessaires pour pouvoir engendrer. Il y en a peut-être même qui ne sont même pas encore focalisés sur leur thématique. Cette lecture-là va vous permettre d'être un peu plus précis sur la thématique que vous souhaitez étudier. Donc, voilà les informations que vous souhaitez. À partir de la semaine prochaine, donc déjà ce week-end, vous devez faire l'effort de lire au moins 3 articles, 3 documents, parce que vous allez me présenter 3 textes que vous allez agencer. Et dans le texte-là, il doit avoir ces éléments que j'ai cités. On va signer par votre nom. Ça veut dire que si vous mentez, c'est votre réputation qui sera mise en danger. Parce qu'on ne manque pas dans le domaine scientifique. Si vous mentez maintenant, vous allez mentir longtemps et on va vous chasser. Donc, il faut faire la chose de manière correcte. Ce sont ces éléments-là. On va revenir sur pas mal d'autres éléments. Malheureusement, on ne peut pas tout faire en une séance, mais ça, c'est uniquement une présentation générale. Et pour vous donner le taf que je viens de vous remettre, chacun d'entre vous devra faire cela. Et ça va permettre de grossir votre background intellectuel au fur et à mesure. Après, on va revenir sur les parties d'un travail scientifique. Mais pour le moment, on va garder ça pour des prochaines séances avec les autres éléments que j'ai pu citer lors de cette présentation. Alors, si je ne sais pas si vous avez des questions. Si oui, vous pouvez lever la main pour poser votre question. Si quelqu'un d'entre vous a une question, une préoccupation, ok, Monsieur Franck, vous avez la parole. Monsieur Franck, vous avez la parole. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, vous allez m'excuser, je suis arrivé un peu après que vous aviez déjà commencé. Oui, Je suis arrivé au niveau où vous parliez de bases de données reconnues et donc tout ce que vous avez fait avant, je ne suis pas vraiment informé. ok. Et aussi, je voulais savoir si la présentation nous sera fournie. Oui, la présentation vous sera fournie ainsi que le petit support que j'ai préparé dessus. D'accord, merci beaucoup. C'est juste ça que j'avais comme souci. Ok, donc je disais tantôt que au niveau des en fait, avant les bases de données, il était juste question de définir les objectifs de recherche. Et là, nous allons revenir dessus plus tard. Au niveau des bases de données scientifiques, je pense les avoir citées et vous les aurez dans le document que je vais vous transférer. Dieu béni, vous avez la parole.
Oui, j'ai une question. Oui, je vous écoute. Vous a- oui, vous avez dit si on veut faire la recherche documentaire en ligne, on doit faire ça en anglais. J'aimerais savoir si, par exemple, l'article est téléchargé en anglais et si nous n'avons pas une base en anglais, comment on va faire pour exploiter l'article en question? Ok, merci. Déjà, de prime abord, ce que je peux d'abord dire, c'est que tu vas seulement avoir une base en anglais. Tu dois d'abord avoir une base en anglais. C'est capital pour une personne qui fait dans l'ingénierie, encore plus l'ingénierie minière. Parce que rien n'est en français. Je dis rien du tout. Même les vrais livres sont en anglais. Même les vrais livres sont en anglais. Donc maintenant, il y a toujours des... Vous pouvez couper votre micro. Vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Il y a des sites qui existent de nos jours, mais je ne recommande pas toujours cela. Il y a des sites qui existent de nos jours pour effectuer des traductions. Vous pouvez traduire vos documents. Vous pouvez télécharger un article en anglais et puis vous effectuer une traduction en français. Il y a Google Traduction qui traduit les documents. Il y a Reverso. Il y a plusieurs sites qui existent qui peuvent effectuer des traductions des documents que vous avez. Mais de prime abord, déjà, moi, je peux vous demander, je peux vous rassurer déjà que si vous voulez faire dans le domaine scientifique, vous devez vous battre à avoir des bases en anglais. On ne vous demande pas d'être le plus fort qui soit, mais d'avoir le minimum quand même pour pouvoir lire et comprendre un document scientifique. Mais il existe de nos jours des intelligences artificielles capables d'effectuer les traductions, à leur niveau bien évidemment. Mais c'est important déjà d'avoir la maîtrise des bases de l'anglais. Quelqu'un d'autre a une question? Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main avant qu'on ne passe à la suite. J'espère que tout le monde a compris le devoir. C'est même pas un devoir, c'est ce que vous allez faire jusqu'à la fin de notre phase d'accompagnement. Donc, chacun d'entre vous devra lire au minimum 3 articles ou 3 documents par semaine. 3 articles ou 3 documents par semaine et me relever les informations que j'ai dit, me faire une phrase, un texte ou alors un résumé qui va contenir tous les éléments nécessaires, signé par son propre nom à la fin. Et on va poster ça sur notre page. Et il y aura des critiques. Chacun d'entre vous va partir lire les critiques de son travail, de sa rédaction, pour pouvoir s'améliorer au fur et à mesure. Donc, Abakar, vous avez la parole. Abakar, vous avez la parole. Euh, Merci pour la parole, Apolline. Euh, vous avez dit, nous allons essayer de dire des articles pour du moment pour pouvoir présenter 2 à 3 articles par semaine. Et là, il faut avoir un thème sur lequel on doit s'accentuer pour faire des recherches. Et par exemple, chez nous, on n'a pas encore de thème. On compose d'abord la session normale afin que nous distribuions les thèmes, ou soit de proposer les thèmes. Et dans ces cas, là, quand même, il faut. Ok, merci. Merci, ça c'est même encore plus intéressant. C'est même encore plus intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité de parcourir différentes thématiques dans votre certaine activité. Vous avez dit que vous êtes dans quelle spécialité ou alors quelle filière, s'il vous plaît? Bon, c'est un master en génie pétrolier, spécialité réservoir management. Voilà, vous êtes déjà dans le domaine des réservoirs et du management. Ça veut dire que vous avez déjà un large domaine dans lequel vous pouvez effectuer vos études, vos différentes documentations. Télécharger des articles, vous allez télécharger des articles dans le domaine des réservoirs et de production. Et c'est dans ce sens-là que vous allez d'abord débuter par une recherche large. Parce que vous savez, dans le domaine de la science, la personne qui a le plus, on va dire ça comment, celui qui a la chance de pouvoir créer ou alors innover, c'est celui-là qui a la possibilité d'avoir lu dans des domaines connexes. Ne restez pas seulement focalisé sur votre secteur d'activité. Essayez de lire aussi sur des domaines connexes pour vous permettre de vous recentrer un peu plus. Donc, c'est même encore, c'est pour ça que je disais que c'était très intéressant. Vous allez commencer par lire sur les domaines sur des articles qui ont créé uniquement à votre spécialité ou alors à votre domaine, c'est-à-dire réservoir et production. Ok. Quelqu'un d'autre souhaite poser la... Je crois que c'est Emmanuel. Emmanuel, oui, vous avez la parole. Emmanuel, vous avez la parole. Emmanuel, vous avez la parole. Si quelqu'un d'autre souhaite poser sa question, qu'il lève la main. Ok. Juvenal,
Vous avez la parole. En fait, moi, c'est juste la connexion qui m'a un peu On ne vous compliqué. suit pas, du moins je ne vous suis pas. Je disais, je n'ai pas compris au niveau où vous avez dit qu'on devra, n'est-ce pas, chercher des quoi? Des articles qu'on devra, je ne sais pas moi, faire quoi. Donc, je n'ai pas bien compris à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on devra faire avec ces articles exactement? Ok, je disais tantôt ceci, bien que je vais faire un voice encore dans le groupe. Je ne sais pas si vous me suivez très bien maintenant. Oui, oui. Ok, j'étais en train de dire ceci. Par semaine, chacun d'entre vous, par semaine, chacun d'entre vous devra lire au minimum 3 articles ou 3 documents. Maintenant, dans les 3 articles ou les 3 documents, qu'est-ce qu'il doit rechercher? Premièrement, il doit rechercher le nom de l'auteur, l'année de publication, n'est-ce pas? L'année de publication de cet article. Il doit rechercher les paramètres étudiés dans cet article. Il doit rechercher les méthodes utilisées dans cet article. Il doit rechercher les limites de cet article. Et j'insiste sur les limites. Parce que lorsqu'on lit un article, c'est pour identifier quelles sont les limites afin de pouvoir les améliorer. Il doit rechercher les résultats fournis par cet article. Donc, voilà les éléments que vous allez rechercher lorsque vous allez lire un article ou alors un mémoire ou alors une thèse. Lorsque vous allez les lire, vous allez prendre ces différents éléments et me faire des textes, des mini-textes ou alors des mini-publications scientifiques qui vont contenir tous ces éléments-là. Ça sera juste un agencement, hein, c'est-à-dire vous présenter le nom de l'auteur, vous présenter les limites, vous présenter un peu comme une sorte de résumé de l'article, mais en vos propres termes. Vous présentez les limites et je veux que vous soyez accentué sur les limites de cet article et ça sera intéressant parce qu'on va publier ça sur la page et on va signer par le nom de la personne qui a écrit pour que la personne puisse voir quelles sont les critiques et tout ce qui va avec. Donc, ça va nous permettre aussi non seulement de pouvoir voir si effectivement vous lisez, parce que c'est ça l'objectif, parce qu'il faudrait qu'on sache. On dit souvent des gens de lire, mais si on ne contrôle pas ce que vous avez lu, on ne pourra jamais savoir si vous avez lu. Donc, c'est par cela que moi, je vais pouvoir savoir si effectivement vous lisez au minimum 3 articles. Celui qui pourra lire plus et faire plus de synthèse, ça sera une très bonne chose pour lui parce que ce sont des éléments qui vont nous permettre de mieux s'y construire votre thématique et de pouvoir donc vous donner les outils nécessaires donc, ou les éléments que vous aurez besoin pour d'une manière un peu plus technique et pratique. Parce que là, on est encore dans la théorie, on est encore dans la forme, on va dire ça comme ça. Je n'ai même pas encore touché le fond. Parce que le fond va varier en fonction des thématiques de tout un chacun. Et là, dans ce sens-là, nous aurons des experts de différents domaines qui auront la possibilité de vous encadrer en fonction des thématiques. Nous aurons des personnes qui sont plus à on va dire ça comment, qui ont un background un peu plus élevé dans le secteur d'activité dans lequel vous êtes présentement. Ça veut dire que si vous êtes dans le QHSE, si vous êtes dans le domaine de l'exploration minière, nous allons convier des personnes qui pourront vous donner une orientation un peu plus spécifique. Donc là-bas, c'est la partie pratique, mais nous n'y sommes pas encore. Nous sommes encore au niveau de la forme. Nous sommes encore au niveau de la forme. On n'a même pas encore touché le fond. Et donc, pour pouvoir donc toucher le fond, c'est-à-dire du travail, il faudrait qu'on commence d'abord par définir dans ces contours-là. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que vous allez lire au minimum 3 articles par jour. Pas par jour, parce que ça sera encore beaucoup trop pour vous. Vous allez lire au minimum 3 articles par semaine et effectuer donc cette synthèse-là. Et je pense que si quelqu'un parvient déjà à faire d'abord ça, ça sera une bonne chose. Et nous allons publier vos recherches ou alors ce que vous aurez appris sur la page. Et chaque jour, nous allons voir comment est-ce que vous avez progressé et en fonction de ça, s'y construire votre, votre travail principalement. Alors, quelqu'un d'autre a une question? Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Si c'est bon, on va passer à la partie pratique de cette présentation. Ok, Abakar, vous avez la parole. Euh, J'aimerais savoir si nous aurons un emploi du temps dans lequel on doit évoluer. Si vous dites qu'on doit présenter des articles, 3 articles par semaine, est-ce qu'on aura un emploi du temps dans lequel on doit évoluer? Et une autre question également, si on peut avoir un exemple dans le travail qu'on est censé faire. Si vous nous dites de résumer, en quelque sorte, interpréter un article qu'on doit censé
noter l'auteur, l'année de publication, paramètres d'étudier, méthode, limites, présenter les résultats, tout ça. Si on peut avoir un exemple comme ça pour partir dessus. Ok, ça c'est intéressant, merci. Donc, effectivement, vous avez raison. Donc, je vais faire de même pour un article que je vais envoyer dans le groupe. Je vais faire de même pour un article que je vais envoyer dans le groupe. Et je pense que en faisant cela pour cet article, je vais envoyer et l'article et la synthèse qui sera effectuée pour l'article en termes de publication. Et donc, vous allez voir comment est-ce que cela se présente. Maintenant, est-ce qu'on aura un planning pour présenter cela? Chaque fin de semaine, déjà, dans la mesure du possible, il y aura une séance que nous aurons. Du moins, chaque semaine, on va faire l'effort d'avoir une séance sur une thématique, soit sur une formation pratique, soit sur... ça sera forcément sur une formation pratique, hein, et, soit sur une thématique que nous allons aborder en fonction de votre secteur d'activité. Et principalement aussi, le travail que vous allez présenter, vous allez nous l'envoyer, me l'envoyer par mail oui, par mail de préférence. Et et principalement, dès que ça sera publié, vous allez être tagué ou alors la personne qui a écrit, hein, va être tagué sur la page par rapport à sa publication et il va la recevoir dans le groupe dans lequel on se trouve. Donc, ça lui permettra aussi de partir évaluer les critiques qui vont effectivement venir, c'est-à-dire ce que vous pouvez avoir remarqué comme limite. Peut-être quand vous allez poster, quelqu'un va remarquer d'autres limites, ce qui va vous faire grandir d'un point de vue scientifique. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à votre préoccupation. Donc, je pense que si c'est déjà bon, on va passer à la partie pratique. Je vais vous montrer, on va initier du moins le téléchargement de quelques articles pour vous montrer comment est-ce que cela se passe. Euh, on va initier le téléchargement de quelques articles pour vous montrer comment cela se passe. Donc, je vais annuler d'abord ce partage et partager complètement mon écran pour que vous puissiez. Je vais partager tout mon écran. Donc ça, ok. Super. Donc là, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Alors, vous voyez l'interface, vous voyez mon écran. Oui, exactement, moi je vois. Ok. Alors, le premier site que vous connaissez le plus pour télécharger des articles, c'est Google Scholar. Donc, premièrement, on peut partir sur Google Scholar déjà d'abord pour télécharger un article. Ça, c'est la première interface que vous connaissez déjà. Étant géostatisticien, je peux taper géostatistique peut-être, comme je disais tantôt en anglais. Géostatistique and environment. Ça, c'est de manière grande. Et vous voyez, il y a des propositions. Il y a des propositions qui sortent. Il y a pas mal de propositions qui sont ouvertes. Maintenant, je vais cliquer par exemple, avant même de cliquer, on va commencer par les filtres, comme je disais tantôt. On a dit qu'il fallait appliquer des filtres. Comment est-ce qu'on applique des filtres ici sur Google Scholar? Vous venez ici à l'extrémité gauche. Vous avez vu là, on a Since 2025, Since 2024, Since 2021 ou encore des années un peu plus antérieures. Donc, regardez bien, vous allez voir que avant que je n'applique ce filtre, pour le filtre que je vais faire, les articles là, il y a les articles de 2007, il y a les articles de 2005, il y a les articles de 1985, il y a les articles de 2002. Alors, moi, je vais lui demander de m'appliquer des articles uniquement à partir de 2021. Voilà. J'applique un filtre à partir de 2021 uniquement. Donc, vous allez voir, là, l'article le plus récent, c'est 2021. Ensuite, on a 2022, on a 2023. Même si vous descendez jusqu'à quel niveau, là, vous avez 2024, vous avez 2023, vous avez 2024. Il n'y a aucun article qui va aller en deçà de ça. Il y a le 2023, 2021, 2024. Donc, ça, c'est le premier filtre que vous appliquez. C'est un filtre, comme on a parlé, un filtre au niveau de la date. Il y a là, on a demandé d'inclure les citations. On peut demander de ne pas le faire. On peut décider de choisir une revue même en particulier pour choisir que
on demande en fait, de nous publier, de nous sélectionner uniquement des articles qui sont issus des revues scientifiques, de certaines revues scientifiques, tu vois, et que là, il a encore effectué un filtre. Si c'est en ce qui concerne les revues, mais si vous voulez qu'ils prennent sur tout type c'est-à-dire que ce soit des livres, parce que ici, il y a la possibilité de tomber sur des livres, ou alors sur des thèses qui ont été publiées à partir de 2021. Mais dans ce cas-ci, on souhaiterait uniquement, peut-être il y ait peut-être des articles uniquement. Là, on va cliquer de ça. Il y a un filtre qui se signale automatiquement. Alors, là, par exemple, on a Using Geostatistical Method in Soil Magnetometry. Donc, vous allez cliquer dessus. Donc, là, quand vous cliquez dessus, vous avez droit à cet élément-ci. Là, c'est le site Springerlink qui vous renvoie sur le site Springerlink. Première chose, quand on recherche un article, pour savoir s'il nous intéresse ou alors s'il fait partie de ce qu'on veut, on lit d'abord l'abstract quand même. Donc, c'est important de lire l'abstract. Vous devez d'abord lire l'abstract pour voir est-ce que cet article-ci, c'est même l'article dont je souhaite avoir. Est-ce que ce n'est pas ça? Est-ce que. Donc, vous allez lire. Et là, vous allez voir que sur cet article-ci, il y a pas mal d'autres articles qui vous sont proposés. Parmi les références, il y a des articles aussi que vous pouvez encore chercher. Si vous vous rendez compte que ils font dans ce que vous cherchez. Par exemple, je vois cet article Adhikari qui fait le criage d'indicatrices, le criage probabiliste. Probability criage, indicator criage, méthode for dealerting. Donc, par rapport aux métaux lourds. Donc, là, l'élément que vous devez le plus chercher lorsque vous êtes en train de vouloir télécharger un article, c'est cet élément-ci que vous voyez. On appelle ça le DOI. Le DOI, c'est un peu comme on appelle l'identifiant d'un article. Je vais revenir par exemple sur l'article que nous sommes en train de vouloir télécharger, c'est-à-dire Using Geostatistical Method in Soil Magnetometry à Review. Lorsque vous voulez télécharger, vous partez vers le bas. Sur Springerlink, généralement, là, le DOI se trouve loin vers le bas. Vous partez vers le bas pour trouver le DOI. Voici l'article ici. Using Geostatistical Method in Soil Magnetometry à Review, blablabla. Voilà le DOI ici. Il se trouve généralement ici en bas sur Springerlink. Donc voilà le DOI. Vous copiez le DOI. J'espère que nous sommes ensemble jusqu'ici. Nous sommes ensemble. Oui. Ok, merci. Donc je reviens là. Vous avez copié, vous copiez le DOI. Une fois que vous copiez le DOI, vous venez maintenant, vous téléchargez, vous cliquez SciHub. SciHub. Vous allez cliquer sur le premier lien. Vous allez tomber sur ce site. Évidemment, il faut comprendre que ça ne marche pas à tous les coups, mais il y a toujours ce ne sont pas tous les articles que l'on peut avoir, ça c'est des 1. Ça ne marche pas à tous les coups, mais il y a beaucoup d'autres astuces. Donc, on va montrer. Donc là, vous copiez le DOI et vous cliquez sur Open. Voilà, comme dans ce cas-ci, cet article-ci, on ne peut pas l'avoir malheureusement sur cet élément-ci. Donc, on va montrer une autre manière de pouvoir chercher à l'obtenir, bien que ça ne soit pas le cas pour tous les articles. Bon, généralement, si vous avez trouvé le DOI dans un article, première chose d'abord à faire, c'est de venir cliquer directement ici et de voir si cet article est accessible. Ça, c'est la première chose à faire. On va d'abord, avant de montrer une autre option, on va tester un peu d'autres articles pour voir s'il y en a qui sont accessibles déjà par le site SciHub pour vous montrer ne serait-ce que comment ça se passe. On va commencer, on va essayer ça. Ok. On va essayer ce DOI ici. On vient le coller. Voilà. Vous voyez, automatiquement, ça vous donne accès à l'article. Voilà l'article, la revue de Jacques Rivoira que vous avez l'article qui vous est directement offert. Donc, la seule chose qui vous reste à faire, c'est simplement de le télécharger. Donc, là, ce DOI ici, il a fonctionné. Vous avez l'article à votre disposition. Et vous pouvez essayer de faire de même avec, voilà le site dont je parlais, Science Direct. C'est une des bibliothèques que vous pouvez utiliser pour la recherche des informations. Donc, vous avez qu'à cliquer dessus, ça va vous renvoyer sur une autre bibliothèque. Et vous pourrez encore télécharger d'autres articles. Celui-ci, par exemple, vous pouvez aussi vouloir le prendre. Il vous suffit juste de venir cliquer sur le DOI
Bon, je suppose que ça a été téléchargé, donc je vais revenir. Vous collez simplement et vous cliquez sur vous lancer. Celui-ci aussi est disponible, donc vous pouvez automatiquement le télécharger et le mettre à votre disposition. Donc voilà comment vous pouvez télécharger quelques articles en passant par Springer Link. Comme je vous ai dit sur Springer Link, lorsque vous cliquez sur un article, vous partez loin vers le bas pour pouvoir obtenir le deuil de l'article. Et par la grâce, si vous avez la chance, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a les références qui ont été utilisées dans l'article qui sont aussi proposées là. Et ces références, généralement, ont aussi des deuils. Ces deuils-là, vous pouvez les utiliser, n'est-ce pas, pour pouvoir les télécharger les articles en question pour les lire. Donc ça, c'est une astuce que vous pouvez aussi utiliser. Donc ça, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Je vais revenir. On a dans le cas où, par exemple, l'article que vous recherchez, par exemple, celui-ci n'est pas disponible sur Springer Link. Ce qu'on fait généralement, c'est que vous pouvez le copier et vous venez sur Google directement. Vous venez sur Google, vous collez l'article et vous mettez .pdf. Mettez .pdf et vous cliquez sur OK. Donc, on va vous diriger vers un autre site, par exemple, comme ResearchGate, où il peut avoir une possibilité de le trouver en PDF directement. L'avantage sur ResearchGate, c'est qu'il vous donne parfois la possibilité de télécharger un document, du moins de l'avoir en full text. Ça lance souvent le téléchargement automatiquement. Donc, quand vous cliquez comme ça, je vais vous donner aussi une autre astuce. Par exemple, là, ça ne prend pas. Pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si vous connaissez, on appelle ça, je ne sais pas si vous connaissez Download Manager. Download Manager, c'est aussi c'est une application que vous pouvez installer et vous craquer. Vous mettez ça en extension sur votre machine, sur votre Google. Download Manager, IDM Download Manager. Vous pouvez chercher ça, peu importe le vous trouvez. Vous cherchez IDM Download Manager. Quand vous partez sur IDM Download Manager, on va faire une autre séance sur ça. Je pourrais vous montrer. C'est comment est-ce que vous pouvez l'installer et le craquer. Avec lui, je vous assure, vous pouvez avoir tous les articles que vous voulez parce que l'avantage qu'il a, c'est que dès que vous cliquez sur un PDF, ça vous propose automatiquement de le télécharger, même si le site refuse de le télécharger. Le problème, c'est de pouvoir le craquer. Donc, dans cette machine-ci, je ne l'ai pas encore craqué. Donc, une fois que ça sera fait, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez aussi le faire. C'est un truc aussi très intelligent parce que même les vidéos, vous pouvez directement les télécharger sur ce site-là. Sur IDM Download Manager, c'est-à-dire dès qu'une vidéo s'affiche, vous avez une vidéo par exemple que vous regardez sur YouTube et que vous souhaitez la conserver, vous ne savez pas comment la télécharger. Ou alors dans un site en particulier, vous pouvez utiliser IDM Download Manager et même les PDF aussi, vous pouvez les télécharger, même si le site en question ne donnait pas la possibilité de télécharger. C'est une extension qu'on ajoute directement sur le Google Chrome ou alors n'importe quel Google que vous utilisez. Je vais vous montrer ça pour la prochaine fois. Ici, par exemple, je vais vous montrer l'extension dont je parle, mais elle n'est pas activée. Donc, là, voici ici. Moi, je l'ai déjà installée, mais je ne l'ai pas encore activée. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous montrer. Elle fera l'objet d'une autre séance. Là, on va montrer une autre manière de télécharger à part SciHub. Vous venez sur Script. Non, c'est pas ce Script là. Voilà, vous venez sur Script. Vous voyez, voici l'orthographe. Vous pouvez vous cliquer dessus. C'est aussi un site intéressant. Il vous permet d'avoir là où vous effectuez votre recherche. Je vais par exemple copier cet élément-ci et je vais coller tel article qui était de l'autre côté. Vous pouvez effectuer une recherche dessus et il va vous faire des propositions. Là par exemple, voici une proposition. Vous allez regarder hein, en fonction des propositions qu'il vous offre. Vous avez, voici l'article ici que vous pouvez aussi télécharger. Comment est-ce que vous faites pour télécharger sur Script? Vous venez juste ici, vous copiez le lien. Exactement comme je suis en train de faire là, vous copiez le lien.
Et vous allez maintenant venir ouvrir Download Script. Là, vous cliquez Download Script. Donc, une fois que c'est fait, vous venez sur le premier lien, vous validez. Valider. Ça va patienter le réseau. Pourquoi le réseau aussi là? Ok, merci. Vous êtes avec moi, je pense. Vous voyez encore mon écran, j'espère. Vous voyez mon écran? Allô, vous voyez mon écran? Vous me suivez au moins, j'espère. Est-ce que vous me suivez? Allô, vous me suivez? Ou alors, je suis seul. Vous me suivez? Wow. Allô? 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 Allô?